bientôt une basilique. Le chef de l'État a procédé ce matin à la pose de la première pierre de construction. Cette basilique sera logée au bord du fleuve Chari, au quartier Abénan. Le chef du gouvernement, Joseph Djimranga Dadnadi, a dirigé une réunion du Haut Comité de la décentralisation. La réunion est élargie aux 11 communes de la ville de N'Djamena. Les femmes commerçantes exerçant dans le secteur informel ont échangé avec le ministre des microcrédits. L'utilisation rationnelle des microcrédits dont elles ont bénéficié était au centre des échanges. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une édition que nous commençons par une bonne nouvelle pour tous les chrétiens tchadiens. Ce matin, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, a procédé à la pose de la première pierre de construction de la basilique de N'Djamena. Cette basilique qui sera sans nul doute la seconde en Afrique après celle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Dova Robert. Au-delà des structures socio-éducatives de base, le chef de l'État s'intéresse également à la construction des édifices religieux. Ici, à Chago, dans le 7e arrondissement, sortira des entrailles de ces sites une gigantesque basilique. Le chef de l'État vient de poser la première pierre de construction de ce complexe religieux. En arrière, mais ça c'est la route qui mène vers le pont. Donc de l'autre côté, ça c'est le pont. Le rond-point est là-bas, là où il y a la flèche, et le pont est dans ce sens. Ah, d'accord. Oh, ouais. Et ça c'est la route. Donc on est à peu près dans ces jardins-là. Ici. Oui. On est à ce niveau. Donc la basilique se retrouvera légèrement plus haut. Oui. Et comme on a dit, le symbole c'est les calebasses. C'est vraiment la tradition africaine. La tradition d'accueil, la tradition d'hospitalité africaine. Donc on a repris ça avec la Trinité. Ce futuriste complexe religieux aura une capacité d'accueillir plus de 5000 fidèles. Il est prévu la construction de 2 bâtiments pour le logement des congrégations religieuses en charge de la gestion de la basilique. Les structures d'accueil comprennent entre autres un complexe multifonction et un restaurant. À cela s'ajoute de blocs sanitaires et autres bâtiments annexes. Et le tout sera réalisé sur 30 hectares de superficie pour un délai d'exécution de 36 mois. Pour l'archevêque, ces lieux de culte permettront aux fidèles religieux de cultiver la paix, le pardon et l'amour du prochain. Un sanctuaire est un lieu de bénédiction pour tout le pays grâce à la prière de fidèles, au culte, aux retraites spirituelles et au pèlerinage. La construction d'une basilique contribuera non seulement à l'approfondissement de la foi des fidèles, mais aussi à rayonner la culture de la paix, de l'amour du prochain dont le Tchad a tant besoin et qui est gage de son développement social et économique. La cérémonie de cette pose de la première pierre de construction de la basilique de N'Djamena marque en outre le lancement des travaux de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Les travaux de rénovation de ce monument de la paix et de la concorde nationale comprennent entre autres les bureaux, les salles de réunion, la toiture et les équipements ainsi que les immobiliers. Pour la réhabilitation de cette église, l'État a mobilisé plus de 7 milliards de nos francs pour un délai d'exécution de 12 mois dont les travaux commencent le 15 avril 2013. La cérémonie de construction de la basilique de N'Djamena est couplée avec le lancement des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Le chef de l'État a relevé dans son intervention qu'en optant pour ces travaux, il entend contribuer à la cohésion sociale et à l'unité entre les fils du Tchad. Il a dit au micro de Doba Robert. La basilique, c'est un lieu de culte. Depuis la naissance des religions, l'homme en tant que tel, ou la société humaine, avait vécu toujours au sein d'une congrégation religieuse. Les religions sont en fait
élément essentiel pour l'organisation des sociétés humaines. C'est extrêmement important. C'est le lieu de culte, certes, mais aussi c'est le lieu de la foi, c'est le lieu de la morale, c'est le lieu de l'éducation, c'est le lieu aussi de la paix, de l'amour pour son prochain et pour l'humanité tout entière. Nous avions voulu changer, redéfinir une nouvelle ville, N'Djamena. Lancer très rapidement les travaux de réhabilitation, un peu trop loin du centre de la ville, et aussi par rapport à son âge et par rapport à l'évolution de la société tchadienne et la modernisation de la ville de N'Djamena, non seulement c'est devenu trop petit, mais ça fait une très grande distance des fois entre les croyants qui veulent aller prier là-bas. Cette église qui est un peu écartée, qui est dans une zone devenue évidemment sensible, puisque vous savez très bien, en 1979, l'église a été brûlée. Comme l'a dit tout à l'heure, Monseigneur, en 1984, ça a été refait, mais ça a failli être brûlé aussi en 2008, février, quand la présidence a été attaquée par des ordres de mercenaires qui sont venus du Soudan. Donc, en prévision de tout cela, et pour mettre à l'abri, évidemment, les fidèles de l'Église, j'ai estimé nécessaire pas de localiser. Ça restera un symbole fort de l'histoire du Tchad, Notre-Dame de la Paix, face à la place de la nation. Comme la grande mosquée, face au grand marché du N'Djamena. Ce sont des symboles de notre laïcité et aussi de la foi tchadienne et morale du Tchad. C'est deux éléments essentiels. Alors la construction de la basilique ici permettra en outre aux fidèles d'être au plus près de leur lieu de culte, à ces hommes qui sont au service de Dieu, au service de l'humanité, les évêques, archevêques, pasteurs et autres, auront aussi un cadre nouveau qui leur permet de consacrer leur vie comme ils le font toujours pour la grandeur, évidemment, de notre société et pour la paix dans notre société. Donc, on me dira quelque part que j'investis ou bien je fais peut-être beaucoup de l'argent. Pourquoi je ne mets pas beaucoup pour la pauvreté? Ça fait partie de ça. Hein. L'Église, c'est aussi contribue à la paix sociale. Et donc, je n'ai pas donc de limite dans mes actions. J'ai apporté ma contribution pour que les fidèles dans un pays laïque puissent avoir des lieux de culte décents et qui répondent aux normes aussi et qui épousent une certaine architecture et une certaine vision que nous voulons donner à notre ville. Voilà, c'est ce qui m'a poussé donc à lancer ce projet avec l'accord préalable, bien sûr, Monseigneur Garteri et tous les évêques qui sont là. Et je suis très heureux aujourd'hui de voir que les architectes tchadiens ont
fait un travail excellent qui correspond parfaitement à notre vision à nous. Je voudrais tout simplement demander très rapidement à la Direction générale des grands travaux de commencer dans le délai la remise en état de Notre-Dame de la paix de N'Djamena et débuter le plus rapidement possible la construction de la basilique de N'Djamena dans le meilleur délai. J'espère que nous serons ici ensemble un jour, si Dieu le veut, dans la joie, venir inaugurer ici et prier pour la grandeur de l'homme tchadien. C'était le chef de l'État ce matin à la cérémonie de construction de la pose de la première pierre de construction de la basilique de N'Djamena. Hier, 4 avril, dans l'après-midi, s'est tenue une réunion du Haut Comité de décentralisation élargie aux autorités de tutelle et aux maires des différentes communes de N'Djamena. Les échanges se sont focalisés sur le fonctionnement des communes et quelques sujets relatifs à la décentralisation ont été également abordés. La réunion a été présidée par Joseph Djimrangar Dadnadji, Premier ministre du Tchad. Assira Nambatingar. Le concept de Tchad, État unitaire fortement décentralisé, consacré par la Constitution de 1996, semble ne pas être bien appréhendé par de nombreuses personnes, y compris certains acteurs de terrain. Et ce, en dépit de sa mise en œuvre à travers les premières élections communales. Le Premier ministre, Joseph Djimrangar Dadnadji, qui accorde une place de choix à cette forme de l'État en créant un ministère de tutelle dénommé ministère de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et des libertés locales, voudrait lui donner un coup d'accélérateur. C'est le sens de cette réunion du Haut Comité de décentralisation, élargi aux autorités de tutelle et aux 11 maires de la commune de N'Djamena, qu'il a présidé lui-même ce jeudi 4 avril 2013. Pour le Premier ministre, de par sa position et son statut, N'Djamena, la capitale, doit servir de point d'ancrage de la décentralisation. Mais force est de constater qu'après un an d'exercice, les élus ne maîtrisent pas ce mode d'administration. Cette réunion, qui a l'allure d'un cours magistral de droit administratif sur la décentralisation, animé par le Premier ministre, 3 points ont été abordés, notamment le fonctionnement des communes de N'Djamena, le processus de préparation et d'adoption du budget des 11 communes de N'Djamena, et enfin l'installation et la prise en charge des administrateurs délégués nommés récemment auprès des dites communes. C'est un exercice difficile, devait relever le Premier ministre après avoir écouté les maires titulaires et premiers adjoints de la commune de N'Djamena. Ceux-ci imputent les difficultés de fonctionnement de leur commune aux incohérences des textes. Or, devait constater le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, les textes sont clairs. Il s'agit de les appliquer. Les élus doivent être ingénieux, a-t-il insisté. À entendre les arguments des uns et des autres, il apparaît clairement que le concept n'est pas bien cerné, même par les élus et ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre. Aussi, le ministre Jean-Bernard Padaré a-t-il proposé la tenue d'un séminaire pour amener les élus à s'approprier les textes régissant la décentralisation. Les échanges ont été qualifiés de fructueux par de nombreux participants. Ils auraient souhaité que de telles rencontres se multiplient pour leur permettre de mieux appréhender la décentralisation. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse. Le ministre des Finances et du Budget, Ateib Doutoum, a quitté N'Djamena dans la nuit du 4 au 5 avril 2013 pour Dakar au Sénégal. La délégation tchadienne conduite par le ministre prend part les 7 et 8 avril 2013 à la réunion des ministres de la zone franc pour débattre des questions relatives à l'intégration régionale et de la gestion de participation publique en zone franc. En plus des habituels points relatifs à la situation économique et à l'état de convergence ainsi qu'à l'actualité multilatérale. Cette rencontre présentera par ailleurs une opportunité pour la délégation tchadienne en prélude aux assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods qui se tiendront à Washington de sensibiliser certains partenaires financiers internationaux pour un éventuel appui à donner au Tchad pour la finalisation de la négociation d'un programme de référence avec le FMI. Cette réunion rentre également dans le cadre des réunions statutaires des ministres en charge des finances des pays membres de la zone franc qui se tient
qui se tiennent 2 fois par an alternativement en Afrique et en France. En marge de ces travaux, il est donc prévu une réunion ordinaire de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'attaché de presse Idriss Makaila Ramat. Le commandant de la force armée tchadienne d'intervention au Mali a accordé une interview à nos confrères qui se trouvent à Kidal, au nord Mali. Oumar Bikomo a relaté le parcours de Fatim, les relations avec l'armée française et la population malienne. Nous l'écoutons. À partir de notre déploiement de Djamena, on a fait le Niger. Par la suite, on a envoyé une mission pour la conquête de Gaou, une force spéciale. Et ensuite, on a continué par la voie routière jusqu'à la frontière Niger-Mali, où on a conquis la ville de Ménaka. Et par la suite, on est monté jusqu'à Kidal. Et de Kidal, on a eu à faire du mouvement vers Abébera. Et par la suite, à Guelok. Et d'Aguelok, on est monté jusqu'à Tessalit. Et par la suite, on s'est retrouvé dans les Adrar. Et c'est là où a eu lieu toutes les opérations, d'où on a fini les opérations. Pour le moment, on est revenu à Kidal, soi-disant une récupération. Dire la guerre est définitivement finie, en fait, oui et non. Je pourrais dire oui, bien sûr, parce que les opérations en ce qui concerne le nord du Mali, je dis bien le nord du Mali, tous les Adrar, il n'y a rien. Nous contrôlons parfaitement et nous avons contrôlé effectivement avec l'appui de l'armée française. On a effectué des opérations conjointes et on a fini effectivement ensemble à Berbera. On s'est tous retrouvés, on a fait une jonction à partir d'Aberbera où les opérations sont pratiquement arrêtées dans tout ce qui est nord du Mali et nous contrôlons parfaitement la situation. Rester à Kidal ne veut dire pas qu'il n'y a rien à faire. Il y a des patrouilles de reconnaissance, ne serait-ce que pour la sécurité de la ville de Kidal où nous sommes. Et effectivement, les services militaires y continuent toujours. Certes, on est en récupération, mais cela ne veut dire pas que c'est la fin de la guerre, bon, il faut dormir, non. En ce qui concerne la population, non seulement de Kidal, mais de tous les Nord Mali, je dis bien, vous êtes journaliste, posez-leur la question. Quel est le comportement du soldat tchadien ici dans cette zone? Je pense bien qu'ils vous diront que du positif, mais pas du négatif. Et là, j'apprécie et je tire chapeau aux soldats du contingent Fatim. Et puis découvrons ensemble cet élément qui vient juste de nous parvenir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce soir Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies, conseiller spécial sur les financements innovants du développement. Au centre de l'entretien, la microtaxe sur les billets d'avion pour secourir les personnes atteintes du sida, de la tuberculose et le paludisme dans le monde. Philippe Douste-Blazy exprime sa satisfaction quant aux dispositions prises par le Tchad par rapport à cette initiative. Il est au micro d'Ahmad Absakine Yerima. Le président de la République m'a indiqué que la loi de finances de 2013 avait pris en compte cette micro-taxe sur les billets d'avion qui permet d'abonder le fonds qui est abrité par les Nations Unies pour aider les malades atteints de sida, de tuberculose et de paludisme dans le monde entier. Et donc le Tchad vient maintenant retrouver la France, la Norvège, le Brésil, le Chili, le Royaume-Uni, l'Espagne, de nombreux pays africains également, comme la Côte d'Ivoire, comme Madagascar, comme l'île Maurice, et donc le Tchad, parce que le président Déby a toujours été un des premiers à croire à ces financements innovants pour le développement. Mais maintenant, ça y est, le Tchad est dans United, et je voudrais vraiment remercier l'ensemble du gouvernement et surtout le président de la République. L'action qui est menée contre le sida ici mérite d'être totalement soulignée. Elle est très positive. Il faut que nous continuions également ensemble avec les grandes institutions internationales, en particulier avec l'UNICEF, avec United bien sûr, avec le Fonds mondial, de lutter contre ces 3 grandes pandémies, sans oublier les autres maladies qui sont le problème de l'eau potable avec les diarrhées, le problème également des pneumonies, qui sont des causes de mortalité encore trop importantes.
Le groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite au Tchad vient de tenir sa 9e rencontre annuelle. Les experts des différentes organisations partenaires ont planché sur la pertinence des activités conduites dans le cadre de l'initiative pour l'éradication de la poliomyélite au Tchad. C'est sur une note d'espoir d'arriver à court terme d'éradiquer le poliovirus que les participants à cette rencontre réunis se sont séparés. Adam Abdelkader. Autour de la table pour cette 9e rencontre annuelle du groupe consultatif pour l'éradication de la poliomyélite, il y a eu les cadres et techniciens du ministère de la Santé publique, les représentants de l'Organisation mondiale de la santé et ceux de l'UNICEF. La participation est conséquente et à son image, des grandes résolutions ont été prises pour bouter hors du Tchad la polio. Pour en arriver là, les différentes entités du groupe sont passées par l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la réunion précédente en vue de s'attaquer aux obstacles qui freinent le programme. Au ministère de la Santé publique, l'on salue les nouvelles orientations prises pour la lutte. Ces échanges très approfondis vous ont permis de relever les avancées, de noter les insuffisances, les contraintes, les défis et d'aboutir à des conclusions et recommandations en faveur de l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Je reste convaincu tout de même que ces recommandations issues de la 9e réunion du TAG, qui touchent l'ensemble des domaines de l'initiative, seront traduites dans les faits pour parvenir à un but visé qui est celui de l'éradication de la poliomyélite. Même si les indicateurs sont au plus bas, au vu des statistiques ces 9 derniers mois, l'objectif pour l'instance nationale en charge de la santé est d'atteindre 0 cas. Le bout du tunnel est proche et l'on ne doit pas baisser la garde, devait préciser le ministre Ahmed Djida Mahamat. Les experts des différents organismes impliqués dans cette lutte, qui tiennent également à cet objectif, ont réaffirmé leur engagement pour éradiquer la poliomyélite du Tchad. Le ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse a rencontré ce matin les femmes exerçant dans le secteur informel. Martin Bagrim Kibassim a échangé avec ces femmes sur des questions liées à leurs activités commerciales et surtout sur l'utilisation rationnelle des microcrédits dont elles ont bénéficié. Maral et Joséphine, vous avez pris part à cette rencontre. Reportage. Elles sont nombreuses à répondre favorablement à l'invitation du ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse. Ces femmes issues des différentes associations œuvrent dans le secteur informel et particulièrement dans les activités génératrices de revenus. Bénéficiaires des microcrédits, le ministre a voulu échanger avec elles des conditions pratiques liées à leur domaine d'activité. Ces femmes se sont relayées pour partager leur expérience avec leurs sœurs, mais surtout exprimer leurs préoccupations. Pour elles, la création du département des microcrédits leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Toutefois, elles plaident pour l'amélioration des conditions d'octroi de crédits et de remboursement. La directrice de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, Rakia Kaba, a reconnu le rôle que jouent ces femmes dans l'économie du pays. Elle les invite à plus d'engagement. Le ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse a souligné que le gouvernement entend améliorer les conditions de vie de la femme et des jeunes. Cette préoccupation est à mettre à l'actif de M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui n'a cessé de ménager aucun effort dans ce sens, puisqu'il a dit qu'il faut sortir les couches vulnérables de la précarité et de la pauvreté, plus particulièrement les femmes et les jeunes. Martin Bagrim Sebassim souhaite que cette rencontre soit pérenne en vue d'instaurer un dialogue constructif. Le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, a fait un point de presse ce matin. C'est pour informer les décideurs politiques et les gouvernants de l'évolution économique mondiale. Nous l'écoutons au micro de Nouba Doumbay Taromadi. L'année 2013 serait marquée par un ralentissement de l'activité économique sous-régionale en liaison avec la baisse des investissements publics et le recul de la production pétrolière. Toutefois, la croissance de la CEMAC demeurerait satisfaisante eu égard à la bonne tenue du secteur non pétrolier. Ainsi, les projections font état d'un taux de croissance réel de 4,1%, d'une détente des pressions sur le prix à 2,7%, une amélioration de la situation monétaire et un redressement des comptes publics et extérieurs. Compte tenu de ces analyses, et après un examen des différents facteurs influençant la stabilité monétaire et financière,
le comité de politique monétaire a décidé de maintenir et inchanger les conditions d'intervention de la BEAC appliquées aux banques, maintenir et inchanger les taux d'intérêt sur les placements publics, maintenir et inchanger les coefficients et les taux de rémunération des réserves obligatoires. Il a en outre adopté les objectifs monétaires et de crédit des 6 États de la CEMAC proposés par le Comité monétaire et financier nationaux pour le 2e et 3e trimestre de l'année 2013, compatibles avec les différents cadrages macroéconomiques du pays. Abordant les questions relatives aux réserves d'échange, le Comité de politique monétaire a pris connaissance de la situation en fin décembre 2012 et a approuvé la stratégie de gestion de réserves d'échange pour le 2e trimestre 2013. Le comité de politique a ensuite pris acte de l'état d'avancement des réflexions en cours sur la réforme de la politique monétaire de la BEAC. Enfin, le comité de politique monétaire a fixé la limite de créances de la Banque centrale adossée à des effets et valeurs émis ou garantis par les trésors publics, les collectivités locales ou tout autre organisme public de chacun des États membres de la CEMAC, tel que prévu par les statuts de la banque. Celle-ci se situe à un niveau tel que les créances totales, créances directes et concours aux établissements de crédit sur la base des effets publics déposés en garantie de la Banque centrale sur chacun des États membres ne devront pas dépasser 35% des ressources budgétaires ordinaires fongibles d'origine nationale constatées au cours de l'exercice écoulé. Le nouveau procureur général près la Cour d'appel de N'Djamena est installé ce matin. Masngaral Kaga revient pour la seconde fois à ce poste. Tout le personnel de la justice, les parents et amis ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'installation. Adoumbe Hortense. C'est en audience solennelle que le tout nouveau procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Masngaral Kaga, est installé dans ses fonctions. Nommé le 30 mars 2013, Masngaral Kaga était magistrat reconnu pour ses compétences ayant consacré le maximum de sa carrière au service de la justice. Le cursus du récipiendaire présenté par le procureur intérimaire du parquet Loua Pambe Maouli Bruno atteste que le nouveau procureur général a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont le tout dernier est celui de conseiller du garde de Sceaux. La réquisition prononcée par le président de la cour d'appel, Madjitangue Traungra, a confirmé Masngaral Kaga dans ses fonctions. Déjà, ce dernier mesure l'importance de la tâche à assumer. Nous avons là une grande tâche qui nous attend. Mais ces tâches, par exemple, n'étant pas nouvelles pour nous parce que nous avions déjà dans le passé exercer ces fonctions, donc nous sommes revenus par la grâce de Dieu, par la volonté des autorités, donc nous ferons en sorte que la mission qui nous est confiée là soit vraiment remplie à bon escient. Cette cérémonie qui se déroule en audience solennelle s'inscrit dans la logique de l'ordonnance numéro 07 du 21 février 2012 portant statut de la magistrature au Tchad. Cette ordonnance fait obligation d'installer tout magistrat nouvellement nommé en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est affecté. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.